Frelon Noir, la mensuelle polar. Invité ce mois-ci, Aurélien Masson, le patron de la série noire, et DOA, auteur de plusieurs romans à la série noire, ce qui prouve l'homogénéité du plateau, et d'un 4 mains à venir, toujours dans la même collection, avec Dominique Manotti. Ne touchez pas au réglage de votre ordinateur, bienvenue dans cette émission de Bruit et de Fureur. Bonjour Aurélien, bonjour DOA. Eh bien pour cette première émission, on va faire un spécial série noire, présentation du programme de l'année, présentation du 4 mains à sortir par monsieur DOA et madame Dominique Manotti que tout le monde attend. Je pense que ça va être assez intéressant. On va commencer donc par le patron. On est obligé, hein. Oui patron, voilà, c'est très bien. Aurélien, avant de parler un petit peu du programme 2011 en détail, on a le temps. Un petit retour sur 2010. Comment s'est passée l'année? Quels ont été les moments excitants? Alors, comment s'est passée l'année? Bien, c'est-à-dire que c'était une année où on n'avait pas de, entre guillemets, de grands noms. On n'avait pas de DOA, on n'avait pas de Nesbo, on n'avait pas de Caril Ferret. Donc c'était l'année des premiers romans, j'allais dire. Et ça s'est assez bien passé pour certains, notamment Stéphane Magny, qui a fait Noir Océan, qui est un livre qui m'a assez claqué quand j'avais lu la traduction l'été dernier. Donc ce huis clos qui se passe dans un tanker comme ça, qui dérive le long de l'océan Atlantique. Et puis on a eu le premier roman d'Ingrid Astier, qui était aussi assez original, assez inattendu à la série noire. Un roman assez baroque, assez gourmand, qui a créé des débats dans le petit milieu, mais qui a plutôt assez bien marché dans le grand public, j'allais dire. Donc là aussi, j'étais assez content. Et puis voilà, enfin plein de rencontres, plein de sorties. Enfin la série noire s'affirme de plus en plus, je trouve, comme un groupe, hein, une grande famille. Et plus le temps passe, plus ça devient, je sais pas, rigolo de voir tout ça grandir et prendre de l'ampleur. Comment ça s'est fait le Stéphane Magny? Comment il est arrivé? Alors, complètement par hasard. Hein. Je pourrais la jouer éditeur, enfin vieille école, genre j'ai découvert. Mais en fait, ça c'est un peu l'islandais. Je le parle très mal. Donc en fait, c'est un agent qui avait entendu parler de nous à partir de Nesbo, en fait. Il savait qu'on était l'éditeur de Nesbo, et donc on m'a filé ce livre. On était en concurrence, hein. On était en concurrence avec les éditions Métayer, je dois avouer, à l'époque. Et donc j'ai dit, attendez, Métayer, ils ont plein d'Islandais, il serait peut-être temps de diversifier un peu les maisons, et c'est un argument qui a pris. Et puis après, quand j'ai découvert Stéphane, donc au début, moi je connaissais pas du tout, on m'a dit c'est un thriller qui se passe dans un tanker, très bien, c'est très bien écrit, c'est très nerveux, mais je savais pas vraiment à quoi j'avais affaire. Puis tout d'un coup, quand j'ai eu la traduction et que j'ai vu le punch et l'énergie de ce type. Ensuite, le personnage, hein, qui est une sorte de géant nordique, tatoué, avec des croix inversées, des ghouls, enfin, à mon avis, un ancien amateur de heavy metal sataniste. Enfin, c'était assez drôle, ça changeait. Il y avait les punks, là maintenant, j'ai les bons métalleux. Et donc, quand on s'est rencontrés, on s'est dit que voilà, ça n'aurait pas pu être autrement. Donc, c'est vraiment un bon hasard. De temps en temps, on se retrouve avec des auteurs étrangers, voilà, on sait pas très bien ce qu'on fait, on aime les livres, mais là, avec Stéphane, il y a une vraie affinité, comme il peut y avoir avec DOA ou avec Antoine Chénas. Personnellement, c'est plus le clavecin. Bien tempéré. Bien tempéré et la sitar. Et la sitar, une certaine animosité sur le choix du morceau d'introduction de l'émission. On verra ce qu'on fera pour la prochaine. Quand on voit le programme de presse arriver pour 2011, on voit que ça commence avec Marcus Malte et que ça devrait peut-être se terminer avec Caril Ferret. Non, ça ne se terminera pas avec Caril Ferret, ça se terminera avec Jérôme Leroy. C'est aussi avec bien. Un livre qui s'appelle Front, qui nous plongera dans la cervelle... dans les cervelles bouillonnantes de deux membres d'un parti politique qui ressemble furieusement au Front National, qui s'appelle le Bloc Patriotique. Et donc ça sera un thriller politique dont on va, à mon avis, parler. Et je suis très content de le défendre, parce que ça fait partie de ces livres assez courageux à écrire. Et Caril, il voguera en 2012, on a le temps. Ah, on a le temps, on va bien le lire. Donc du coup, ça fait quand même une bien belle année, quoi. Ah oui, non, c'est très bien. Je suis extrêmement content. Il y a... une sorte de continuité. Alors là, il y a Marcus, il y a DOA et Dominique Manotti,
Il y a Thierry Dirolo, qui était un auteur de science-fiction qui vient à la série noire pour une anticipation politique qui se passe en 2021 lors d'élections présidentielles et qui s'appelle Préparer l'enfer. Jérôme Leroy comme j'en parlais, va venir. Et puis à côté de ça, on a aussi des gros noms de la littérature noire étrangère. Donc on a Nesbo qui revient, et puis on a un premier roman d'une jeune américaine qui s'appelle Attica Locke, qui s'appelle Marée Noire, et qui est là aussi une sorte de roman monde américain, comme ils savent si bien les faire, une description de Houston, ville du pétrole, dans les années 80, avec toute une problématique sur les Black Panthers et l'engagement de la population noire américaine dans les années 70. Et qu'est-ce qu'on fait quand les années 80 arrivent, Reagan et et le culte de l'argent roi, j'allais dire. Jérôme Leroy, Dewa Manotti, Dirolo, c'est sacrément politique l'année. Carrément, ouais, je série pense noire, à ça. Parfois, ça m'arrive. Je pensais à ça hier soir en pensant un peu à l'émission, et je me disais effectivement que je souriais sous cap, parce que au début on nous a accusé d'être je sais pas quoi, nihiliste, oui, voilà, d'en avoir principal nihiliste à notre gauche. Nihiliste un jour, nihiliste toujours. Voilà, et quand j'entends parler de ça... Et voilà, effectivement, c'est des livres, et en fait, effectivement, pas du tout, quoi. C'est la majorité des livres français sont des livres politiques, hein, mais des livres politiques au sens large. Et alors peut-être moins Ingrid Astier, mais par exemple Antoine Chénas, sous ses aspects trash et coup de poing, c'est pour moi des livres politiques. Évidemment, les livres de DEA sont politiques, car il Ferré aussi, d'une certaine manière. Enfin, il y a plein de points de vue différents. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, moi, en fait, c'était... Donc, je reprends le discours, effectivement, peut-être par rapport au début, où je disais que je voulais abandonner une certaine idée de la politique. Mais ce qui m'intéresse, c'est, au sein d'une même collection, de présenter plein de points de vue différents sur la société. Mais je pense que le roman noir, de toute façon, voilà, est politique, hein. Vous le verrez aussi avec Attica Locke, c'est aussi un livre politique, quelque part. Comment s'est faite l'arrivée de Marcus Malt à la série noire ? Alors l'arrivée de Marcus Malt, elle date... Marcus Malt, il est un peu comme ses livres, c'est assez lent. Et ça s'est pas fait comme ça en claquant des doigts. On s'est rencontrés il y a bien 3-4 ans. Et je précise ça parce que c'est quelque chose on avait préparé sa venue à la série noire avant... En fait, ça s'est fait juste quand Garden of Love est sorti. C'est-à-dire avant que Garden of Love vraiment décolle, et le prix de L et tout ça, parce qu'on m'a dit, on débauche les prix de L. C'était quelque chose qui venait d'avant, notamment, ça a d'abord commencé par reprendre ses livres en folio policier, montrer on était intéressé par son œuvre dans sa globalité, qu'on voulait le suivre. Donc ça lui a beaucoup parlé. Et puis après, voilà, Marcus est aussi quelqu'un qui marche à l'inspiration, donc voilà, il a fallu qu'il trouve la petite ficelle à tirer. Et puis après, c'était pour la série noire. Mais il continuera aussi, à mon avis, à faire d'autres livres chez Ulma. Enfin, c'est quelqu'un qui marchera à mon avis, sur ses deux jambes. Mais je suis très, très heureux de bosser avec lui. C'est-à-dire que ça faisait partie, avec Dominique Manotti, des auteurs avec qui j'avais envie de travailler quand j'ai commencé un peu dans le métier, et que je regardais ce qu'il y avait à côté. Et je suis très heureux de bosser avec lui. C'est quelqu'un de très... En plus, c'est quelqu'un qui habite pas à Paris, donc je vois peu. On a des rapports très... Enfin, c'est vraiment le texte. Et c'est très agréable. En parlant de Folio, comment ça se passe le travail avec Folio, justement avec Folio Policier? Là, Lionel Beignet est parti, il y a quelqu'un qui va le remplacer. Comment Il est remplacé, hein, Lionel Beignet, il est parti au printemps dernier. Comment ça se passe? J'allais dire, chacun fait son truc, hein. Moi, j'ai bossé, quand j'ai commencé dans l'édition, j'étais lecteur, et donc j'étais aussi lecteur pour un moment pour Folio Policier. Et le poche, c'est vraiment autre chose, hein. C'est un autre univers. Donc moi, à chaque fois que j'ai conseillé des poches, ça s'est vendu à 3000 exemplares. Donc on m'a dit, bon, c'est bien le grand format, mais le poche, on verra. Donc moi, ce qui m'intéresse juste, moi je suis le défenseur de mes auteurs. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est que les livres soient repris en Folio Policier. Donc qu'il y ait le maximum de séries noires dans Folio Policier. Vu que Folio, c'est aussi son intérêt de qualité et puis économique, donc ça se passe bien. Mais sinon, j'interviens pas du tout sur tout ce qui est, tout ce qui est extérieur à la série noire dans Folio Policier. C'est pas moi, et surtout, je veux pas vraiment m'en mêler. Je bosse aussi pour le monde entier dans la littérature américaine. Je préfère être dans les grands formats
que d'être dans des problématiques de poche qui sont, alors là, pour le coup, complètement différentes. Sur le programme, on voit aussi l'arrivée de Thierry Di Rollo. Alors, comment il est arrivé dans le polar, lui? Alors, lui, il est arrivé dans le polar. Alors, Thierry Di Rollo, je l'ai connu par Antoine Chénas. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois que j'ai rencontré Antoine Chénas pour Moi Casanova, il habite à Nice. Donc, vu que j'avais beaucoup aimé son livre, je voulais quand même le rencontrer. Et quand je l'ai rencontré, j'ai découvert quelqu'un qui est très, tiens, tu devrais lire ça, voir ce film, enfin, qui diffuse beaucoup ce qu'il aime. Et il m'a filé un petit livre de Di Rollo qui était dans la collection Ancrage, enfin un truc qui datait de la fin des 79, je crois. Alors j'ai oublié le titre, mais c'était des histoires de chiens dans des centrales nucléaires, enfin une sorte de récit complètement apocalyptique, assez punk, j'allais dire. Qui devait bien plaire à Chénas. Voilà. Et donc j'ai toujours, et puis ce côté un peu série B maximisé, j'allais dire. Donc j'avais beaucoup aimé ce mec et j'ai commencé à le suivre, et notamment ses livres qui étaient publiés en folio SF. Et j'ai vu qu'il avait bossé avec De Noël. Et à mon avis, il n'avait pas trouvé un interlocuteur digne de ce nom chez De Noël. Et donc on a parlé tous les deux, on s'est entendus. Il m'a proposé un premier roman qui était trop SF pour la série noire. Il m'a dit mais j'ai un petit truc dans ma tête, mais je sais pas si. Et en fait, c'était Préparer l'enfer, une réflexion sur, alors par-delà le sarkozysme, enfin sur le devenir de nos démocraties, ce que lui appelle la démocratie, en fait une démocratie ajustée par la peur, qui tiendrait tout le monde comme ça ensemble, bien ouaté dans la peur et dans un pouvoir assez maternant. C'est-à-dire que lui parie sur le dépassement de Sarkozy. C'est-à-dire que Sarkozy, son erreur pour lui serait de stigmatiser les gens les uns contre les autres, créer de la tension en interne, alors qu'il faut faire, au contraire, essayer de rassembler et de stigmatiser l'extérieur et puis de ouater tout ça dans la peur. Et c'est un récit très court qui doit faire 170 pages, qui a la structure narrative un peu de garde à vue. C'est un mec qui se fait arrêter en exécutant un SDF dans la rue le jour des élections présidentielles du second tour en 2021. Donc il se fait arrêter par la police et le livre est un face-à-face entre un inspecteur et ce type qui nous décrit l'ascension d'un parti politique né sur les cendres des partis de la droite. Donc un livre qui fait réfléchir. Avec des choses angoissantes, parce qu'en général, les bouquins d'anticipation politique, on ne va pas vers un monde meilleur et ça finit toujours par nous tomber dessus. Donc oui, mais en même temps, c'est pas de l'angoisse complètement délirante. C'est-à-dire que c'est ça que j'ai bien aimé, c'est-à-dire que c'est un livre paranoïaque. On est dans une époque assez paranoïaque, avec les nouvelles technologies, enfin tout ça, on laisse des traces, on est dans un monde de traces. Donc il est là-dedans, mais on n'est pas non plus dans des visions. Il n'y a pas de menaces fascistes. C'est la fin d'un certain monde, mais pas la fin du monde. Impeccable. Et dernière question, on voit quand même plein d'auteurs français à la série noire, donc on sent un attrait pour les auteurs français. Donc comment ça se passe? On en parlera tout à l'heure avec DOA. Comment ça se passe? Comment? Je veux pas français. Je veux pas français, d'où DOA. Voilà. Vladimir. Bon. Les Français, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est venu complètement. C'était pas prévu, c'est-à-dire quand j'ai pris la série noire au début, c'est pas ce que moi pas comprendre, voilà, c'est un véritable problème. Moi pas comprendre du tout. Non, mais je pensais j'étais très littérature irlandaise, littérature américaine, et c'est par des rencontres comme celle que j'ai fait avec DOA qui date je sais pas, c'était en 2004 que tout d'un coup, je me suis dit que l'intérêt pour moi du métier, enfin l'intérêt d'être éditeur, c'était justement de défendre et essayer de faire émerger, c'est par leurs livres, mais en tout cas moi de mon côté de les défendre et de les mettre le plus en avant possible. Ces auteurs, ces auteurs français, ces auteurs que je côtoie, les voir réagir, pouvoir travailler avec eux les textes s'il y a besoin, c'est pas obligatoire, mais enfin d'avoir une vraie prise et de pas être juste une chambre d'enregistrement, de traduction et parler avec des agents. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que même si après chaque auteur a son caractère et il y en a qui discutent plus, il y a des conversations animées, mais ça vaut toujours mieux qu'une conversation avec un agent,
qui est là en train de vous parler de pognon, mais pour vous parler de pognon parce qu'il va prendre ses 15%. S'il y avait des agents qui étaient passionnés par leurs auteurs, comme moi je suis passionné par mes auteurs que j'édite, j'aurais aucun problème à parler avec ces agents. Mais en général, c'est les mecs, ils en ont 70, ils sont avec bing bing bing. Donc c'est pas très poétique. C'est pas très rock et puis les auteurs s'en fichent un peu, c'est-à-dire ils sont contents de marcher en France. Ah bon, à part si tu fais des scores de dingue, mais sinon bon bah voilà, c'est pas leur monde. Parce que moi j'aime bien sentir la joie des auteurs français quand ça prend quoi. Merci beaucoup. On va se faire une petite pause musicale en espérant que ça soit accepté par DOA et puis on va reprendre après. to
Bien, alors, on va passer dans le vif du sujet. D'abord, question à Aurélien. Question commune. Voilà, comment s'est arrivé ce projet? Comment ça s'est passé? Donc ce 4 mains, Dominique Manotti d'EOA. Prenez votre temps pour réfléchir. Moi, je vais laisser raconter parce que c'est leur aventure. Hein. C'est ça te charge toi sur moi. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Le projet en question, c'était un roman au départ. C'était un projet de télévision qui était né d'une envie et d'une opportunité, je dirais, même si le mot peut paraître vilain. En 2007, l'envie, c'était suite à ma véritable rencontre avec Dominique Manotti, ma rencontre personnelle, parce que moi je la connaissais par sa littérature avant, elle avait lu un de mes livres aussi, puisqu'on a sorti Citoyen clandestin et Lorraine Connexion quasiment en même temps, et qu'elle avait bien aimé. Bon, évidemment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. On s'est rencontrés, on a parlé. Je crois qu'on a trouvé beaucoup de points de complicité, même si ça surprend beaucoup de gens à l'extérieur quand ils voient pas comment on fonctionne. Et un jour, je lui ai montré une fiction anglaise qui s'appelle State of Play, qui a fait une adaptation au cinéma qui s'appelle Jeu de pouvoir il y a 2 ans. Qui est une fiction qui date de 2002 ou 2003, qui est passée à la télé anglaise, qui raconte les coulisses d'une affaire politique et de mœurs dans le petit Barnum politique des Anglais. Et c'est une très très bonne série qui met en scène des journalistes, des flics, évidemment des hommes politiques, des communicants, etc., etc. Et on s'est dit, ça serait pas mal de faire un projet comme ça en France. Il y avait une cohérence et une adéquation entre nous qui faisait qu'on pouvait arriver à mettre ce sujet sur la table. Et à ce moment-là, la télé française vivait un peu sa révolution parce que c'était l'époque où tout le monde commençait à parler de les 52 minutes, qui était un nouveau format qui nous vient tout droit des États-Unis. Bon, il existe depuis 50 ans, mais bon, nous, on avait découvert ça à ce moment-là. Et du coup, tout le monde ne jurait que par ça. La mini-série, Canal+ voulait faire des nouvelles fictions un peu originales. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils sont appelés leur créneau derrière, création originale. Et ils avaient envie de travailler avec Dominique, surtout. Ils avaient envie d'une série politique et ils voulaient une série politique qui tournait autour de la problématique de l'énergie. Alors à l'époque, je crois me souvenir, hein, mais peut-être que je me trompe, que le premier secteur envisagé c'était celui du monde pétrolier. Mais il se trouve que Dominique et moi, en lecteurs de la presse, on s'était rendu compte en fait qu'il y avait d'autres enjeux autour de la privatisation du plus grand groupe nucléaire du monde qui se trouve être français, qui s'appelle Areva, de la succession de la personne qui est à sa tête, qui est Anne Lauvergeon, et un calendrier qui tombait à peu près bien, parce que c'était peu après les élections présidentielles françaises, et il se trouve que un des principaux artisans, enfin parmi les principaux artisans de cette volonté de privatisation d'Areva, il y avait le futur candidat, enfin le candidat futur président Nicolas Sarkozy et un certain nombre de ses amis qui articulaient une réorganisation de cette filière dans ce qu'ils appelaient à l'époque dans la presse le mécano. Donc on a commencé à imaginer une histoire là-dessus pour la télévision. Je vais la faire courte. Arrivé à un moment, Canal a changé son fusil d'épaule pour des raisons qui leur appartiennent, puisqu'après tout ils sont responsables de leur ligne éditoriale. Les directions dans lesquelles ils proposaient de réfléchir ne nous convenaient pas, en tout cas c'était pas là-dessus qu'on était monté au départ. Et comme on avait apprécié de travailler ensemble sur la création de cette série, on s'est dit tentons l'aventure, faisons quelque chose qui ne se fait pas beaucoup en France, et en tout cas plus beaucoup depuis longtemps, et exploitons notre travail pour faire un roman à 4 mains. Et là on l'a proposé à Aurélien. C'était l'époque où Dominique Manotti arrivait à la série Noire, et évidemment, quand on lui a expliqué, puisqu'il y avait déjà des documents qui étaient disponibles, quelle serait l'histoire, de quoi ça parlait, ça l'a intéressé, donc on s'est lancé dans l'aventure.
Bon, il y a eu besoin de réaménager le projet parce qu'évidemment, quand on écrit pour la télévision, on n'écrit pas vraiment. C'est un format qui est par épisode, qui répond à des codes d'écriture très particuliers, etc. Bon. Donc il a fallu remanier le projet. On s'est relancé dans un traitement, dans une réadaptation au format livre, c'est-à-dire un seul jet continu, des chapitres, et puis une réorganisation de l'action et de la structure qui soit plus proche de ce qu'est un roman plutôt que d'une série télé, parce qu'on n'a pas la prétention d'écrire des scénarios en littérature. Du coup, on a mis un peu de temps entre début 2008, le moment où on a décidé de faire ce 4 mains, et octobre 2010, le moment où on l'a livré à Aurélien, il s'est passé un peu de temps, le temps de réécrire le fond, le traitement, puis après de l'écrire proprement dit, parce que l'écriture à 4 mains, en théorie, c'est très pratique. C'est très facile, c'est très bien. Tant qu'il s'agit de créer, d'imaginer les situations, d'écrire un traitement qui n'est pas le vif qui n'est pas le cœur du travail, c'est assez simple, surtout quand, comme Dominique et moi, même si on n'est pas d'accord sur tout, voire si on est même d'accord sur rien, sur un certain nombre de choses, en tout cas, on converge sur la façon d'aborder les sujets, la documentation qu'on veut faire dessus, la distance qu'on souhaite prendre par rapport à eux, le type de personnage qu'on veut créer, le genre de caractère qu'on veut leur donner, les univers dans lesquels on évolue. On est quand même très raccord sur tout ça. Donc la phase de création du roman, c'était pas très compliqué. Ce qui a été au départ un peu empirique, c'était la phase de rédaction. Alors on était parti, alors ça va devenir le grand sport national, je me vante un peu, mais je le vois parce que c'est une remarque récurrente et c'est des questions récurrentes. Quelle est la méthode qui a été employée, comment on a fait pour écrire, et surtout le grand sport des gens qui ont lu le livre pour l'instant, c'est de reconnaître qui a écrit quoi. J'ai pas essayé. Avec une régularité de métronome, ils se plantent systématiquement tous sur qui a écrit quoi. Donc en fait, je vais vous expliquer comment ça s'est fait. Au début, nous étions partis pour écrire un chapitre après l'autre, chaque chapitre étant entamé par l'un ou l'autre. Il y avait 8 chapitres, donc ça faisait 4 chacun. Et puis le second repassait sur le travail du premier. C'est un peu ennuyeux cette méthode parce que c'est très long. C'est très long, il faut attendre que le chapitre ait été écrit une première fois, puis il faut repasser dessus, donc il faut attendre à nouveau, puis il faut repasser dessus, puis il faut repasser dessus. C'était assez long. Et pourquoi on faisait ça comme ça? Il fallait attendre parce que, en tant que romancier, et vu nos méthodes de travail respectives, on a toujours constaté, enfin moi je l'ai toujours constaté dans mon écriture, mais Dominique pareil, qu'entre le plan théorique, le traitement théorique du livre et la réalisation finale, il y a toujours des évolutions. Donc il fallait quand même qu'on marche d'un même pas. On ne pouvait pas prendre de l'avance l'un par rapport à l'autre parce que s'il y avait une évolution dans un chapitre antérieur, il fallait que le chapitre postérieur finisse par en rendre compte. Du coup, on a profité du fait que l'histoire est une histoire polyphonique, donc qui suit plusieurs trajectoires de personnages, et on a décidé de se répartir les rôles. Nous sommes donc partagés les personnages et chacun a écrit une ligne de personnage. On a progressé effectivement là aussi chapitre par chapitre, mais ce qu'il y a, c'est que comme on travaillait ensemble, on arrivait beaucoup plus vite à la fin du chapitre. Et à partir du moment où on était à la fin du chapitre, on faisait une synthèse, c'est-à-dire qu'on mettait tous les personnages ensemble, mais comme on avait un plan qui était très clair, c'était assez simple. Et puis commençait un travail où l'un après l'autre, on repassait sur l'ensemble. Mais en général assez vite puisque on s'était tenu au courant au fur et à mesure des évolutions. Il n'y avait plus tellement d'autres ajustements que des ajustements de langue, de style, de coupe, de choses comme ça. Et puis on a travaillé comme ça au fur et à mesure en fonction de nos calendriers respectifs, avec quand même des variations. C'est qu'il y a des scènes qui sont des scènes par exemple de certaines scènes de mes personnages qui mettaient en scène les personnages de Dominique, mais comme les personnages étaient dominants, c'est moi qui ai écrit les personnages de Dominique à l'intérieur de ces scènes-là, et vice-versa. Et du coup, c'est devenu très compliqué pour l'un ou pour l'autre de savoir qui a écrit quoi. C'est-à-dire que quand on a eu fini le livre, qu'on l'a passé à Aurélien, qu'on l'a laissé un peu se reposer, qui nous a fait ses retours et que nous, on l'a repris derrière, moi, il y a des moments, je ne me rappelais plus avoir écrit certains passages et j'étais incapable d'identifier
mon texte à l'intérieur, alors que je savais pertinemment que Donc c'est un phénomène assez intéressant parce que finalement c'est un objet, c'est un texte qui ne nous appartient plus, ni à l'un ni à l'autre. Il nous appartient à tous les deux, mais il ne nous appartient plus. Et il est différent de ce que nous avons fait chacun de notre côté. Et en ce qui me concerne, ce travail m'a certainement appris des tas de choses. Et je pense que je suis assez curieux de voir ce que je vais faire ensuite, parce que je crois qu'il va y avoir une sacrée évolution en fait. Ça va pas être trop dur de recommencer à travailler tout seul? Si, je sais pas si je vais être capable. Quand on lit le livre, on voit quand même que c'est chaud, quoi. Il y a un niveau politique, de ce qui est raconté, tout ça. Et quand on connaît un petit peu les fictions télévisées, on se dit que même si le projet au point de départ, ils sont venus vous chercher en disant ce serait bien de faire une série politique, patati patata, on se dit tiens, c'est bizarre quand même de voir Moi, je me vois pas trop. On voit pas trop ça à la télévision. Alors c'est quoi qui s'est passé Je crois pas. Il y a vraiment eu un changement de ligne éditoriale à Canal+ à ce moment-là, qui les a fait beaucoup réfléchir sur les projets qu'ils avaient entamés. Et ce changement, il est intervenu à la suite d'un accueil plutôt mitigé de deux projets auxquels ils croyaient beaucoup, qui étaient La Commune, donc une série sur la banlieue en France, et Scalp, qui n'ont pas donné les audiences qu'ils avaient escomptées, et qui les ont amenés à réviser en fait le prisme avec lequel ils avaient envisagé de signer un certain nombre de projets. Et il se trouve que nous, on était arrivés à ce moment-là. Donc dans l'enthousiasme qui précédait la diffusion de Scalp et La Commune, et après on a livré notre premier jet dans la réflexion qui suivait l'accueil mitigé de Scalp et La Commune. Et du coup, ils ont remis en cause beaucoup des options qu'ils avaient choisies au départ, et je pense qu'on a fait partie de la remise en cause. Alors après, c'est toujours la même histoire. Eux, ils voulaient aller dans une direction, nous, on voulait pas aller dans cette direction-là. Nous avons pris le parti de tenir sur notre axe. C'était visiblement plus avec eux, puisqu'il ne leur convenait plus, et voilà, on a écrit un roman. Est-ce que derrière les aspects politiques, effectivement, je pense qu'on n'a pas vu ça à la télévision française. Est-ce que ça veut dire qu'on ne le verra jamais? Je n'en sais rien. Mais frère, on n'a pas vu ça. Je ne peux que dresser ce constat. On n'a pas vu ça à la télévision française. Je suis pas sûr que ce soit la raison pour laquelle ce projet a été arrêté. Ça en fait peut-être partie. Ça fait peut-être partie des choses qui ont fait que, à un moment donné, c'était plus ce qu'ils voulaient. Mais je crois que ça relève plus d'une stratégie industrielle et éditoriale de Canal+ que de juste le fond du livre qui les aurait dérangés, en fait. Vous aviez une idée du casting un petit peu à l'époque? Non, parce que il y a quand même une chose dont il faut se rendre compte en télévision, mais même au cinéma, c'est que le scénariste n'a pas son mot à dire une fois qu'il a fini d'écrire. Non, mais tous les deux en écrivant, est-ce que vous disiez tiens, on aimerait bien voir? Non, on n'a pas de. J'ai du mal à raisonner comme ça, moi, quand je travaille pour l'audiovisuel. J'ai même du mal à raisonner comme ça quand j'écris des livres. Je sais qu'il y a des auteurs qui projettent des choses sur des gens qui sont connus ou pas connus ou moins connus. Moi, je raisonne pas comme ça. Je construis des personnages qui sont ceux que j'ai envie de voir. Et après, je dirais que c'est dans le meilleur des mondes possibles, c'est au réalisateur et au directeur de casting de trouver les gens qui sont non pas qui sont en adéquation avec le rôle, et donc pas des gens pour qui on va adapter le rôle. Quand on regarde un petit peu l'historique du livre, on se dit que vous avez dû commencer à l'écrire avant qu'il y ait l'histoire de Tarnac, grosso modo. Oh oui, on a commencé à réfléchir à ce livre en juillet 2007. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait toujours peur la politique fiction, la triste réalité nous rattraper. Donc ça fait quoi alors justement de voir une affaire comme ça Ça fait plaisir. Pas pour tout le monde, mais ça fait plaisir. Je sais pas. Disons que je crois que Dominique et moi, on est dans des réflexions sur la société qui nous entoure, qui nous amène, sans être les Madame Soleil ni les Cassandres du coin, à pouvoir envisager de façon relativement correcte ce qui pourrait se passer.
Et dans le cas du livre, c'est exactement ça. C'est que si on regarde un peu la marche des choses, l'émergence ou la réémergence de mouvements radicaux qui vont vouloir remettre en cause la façon dont la société évolue, se gère, je dirais qu'il ne faut pas être grand clair pour comprendre que ça va arriver. On le voit arriver en Grèce, on le voit arriver en Allemagne, on le voit arriver en Angleterre avec des mouvements écolos un peu plus durs. On l'a vu avec Tarnac en France où il y a suspicion, puisque pour l'instant il n'y a pas de condamnation, mais il y a une suspicion de participation à des tentatives de sabotage sur les lignes de TGV. Alors est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils l'ont pas fait, ça c'est encore un autre débat, mais en tout cas il y a suspicion autour de ça. S'ils l'ont fait, on avait encore plus raison. S'ils l'ont pas fait, en tout cas, je pense qu'ils risquent d'inspirer d'autres gens qui vont vouloir remettre en cause les choses. Donc il faut pas être grand clair. De la même manière, l'actualité récente nous a donné raison sur les disparitions suspectes et les piratages suspects d'ordinateurs portables, les vols dans les rédactions. Bon. C'est pas non plus être grand clair d'envisager que l'outil de travail principal des journalistes étant devenu l'ordinateur, et quand on cherche de l'information, c'est là qu'on va aller la chercher, parce que c'est a priori c'est là qu'elle est stockée. Ne serait-ce que pour une raison toute bête, c'est que la plupart des gens, moins compris, ne sont pas très prudents avec ce qu'ils mettent dans leurs ordinateurs et là où ils les laissent traîner et comment ils protègent leurs données, et que donc c'est très facile d'y accéder comme ça. Donc le livre ouvre sur un chapitre où deux types sont en train de voler les données à l'intérieur de la mémoire d'un ordinateur, alors que dans le même temps, le même ordinateur est piraté par un groupe de mecs qui sont à la fois des pirates du net et des écolos. Donc on est je dirais qu'on est dans la logique des choses. Alors l'actualité nous donne raison, tant mieux. Oui. C'est un livre qui est précis, qui est pointu, qui met en avant les dérives de l'État, qui pointe un petit peu ses magouilles. Et on surprend, on aimerait bien se dire qu'il pourrait peut-être y avoir un sursaut de l'opinion. Mais il y a un journaliste qui a une belle phrase dans le livre qui dit « grande cause, petits effets ». Donc, d'après toi, je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça bouge un peu ? Le livre met pas comment expliquer ? Je suis pas sûr que le livre montre tellement les magouilles de l'État. Je pense que le livre montre plus qu'on est arrivé à un système où en fait on a perdu le sens de ce qui est le bien commun. Quand tu dis le livre ne montre pas les magouilles de l'État, il y a quand même une phrase, il dit ils font leurs affaires entre amis. Oui, ils font leurs affaires entre amis, mais on le montre dans l'État, on le montre avec des commis de l'État, mais on le montre aussi quand dans ce passage où un policier va voir un journaliste et lui lâche des informations que le journaliste utilise, parce que derrière ça l'aide aussi. C'est plus l'expression d'un système où on a perdu un peu le sens moral et on a perdu la notion de bien commun. C'est tout pour sa pomme, quoi. C'est l'individualisme forcené, c'est j'essaye de m'en sortir par tous les moyens et il y a de moins en moins de limites. Alors, on le prend dans le cadre de l'État parce que le sujet étant la recomposition de la filière nucléaire française, c'est au niveau de l'État que se joue ce genre de choses. Mais même dans notre groupe d'éco-terroristes, c'est quelque chose qui est en place. C'est-à-dire la façon dont le leader de ce groupe utilise les gens qui sont autour de lui pour sa propre personne, pour sa propre gloire, et pour finalement l'idée qu'il se fait de lui-même et de son action, qui est quand même une idée très individualiste et très égoïste, c'est aussi une manifestation de ce système-là. Donc c'est à travers la problématique de la recomposition de la filière nucléaire, des amours contre nature entre les représentants de l'État et le pouvoir politique et les puissances économiques, il y a aussi l'expression d'un système qui est à la dérive, en fait, qui est une société qui est à la dérive, une société où l'exemple ne venant pas du haut, en dessous, il n'y a pas plus d'exemples. Il n'y a pas plus de vertu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exemple en haut, il n'y a pas de vertu en haut, et il n'y en a pas en dessous. À son petit niveau, chacun magouille. Et on est un peu là-dedans en ce moment. Et moi, c'est plus ça que je me suis attaché à essayer de rendre dans le livre, qui
alors est parti d'une idée, la filière nucléaire, les grandes industries, l'économie, mais qui finalement est devenue l'histoire de la tentative d'étouffement de ce qui pourrait être une affaire d'État. C'est ça en fait, la mécanique qui est à l'œuvre dans le livre, c'est il y a un truc qui se passe, il ne faut pas que ça sorte au moment où ça se passe, parce que c'est entre le deux tours des élections. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça sorte pas? Et jusqu'où on va pour que ça sorte pas? Et quels sont les intérêts en jeu? Et c'est tout ce mécanisme-là qui est mis en place et exposé derrière, en coulisses, dans le livre. Et comment chacun y réagit à son niveau. Bon, voilà, c'est plus que les magouilles de l'État. En fait, les magouilles de l'État ne sont qu'un élément du décor pour moi. Ouais, c'est le système. Ouais. Qui est en place. Et ben après avoir travaillé à Katma et Dominique, vous avez chacun des projets personnels que j'attends avec impatience d'ailleurs. Mais est-ce que vous envisagez un jour de refaire un Katma? Ça vous a bien plu? Alors l'expérience nous a bien plu à tous les deux. Là, je pense qu'il est trop tôt pour se prononcer là-dessus. Effectivement, parce qu'on a chacun des projets personnels à mener. Enfin, moi, je vais m'attaquer à la suite et la fin de ma trilogie sur le monde moderne, l'islamisme, les terroristes, les guerres occidentales, etc., etc. Et je pense que j'en ai tranquillement pour les 2 prochaines années et demie. Donc ça va pas être tout de suite le 4 mars. Mais peut-être que dans 2 ans et demi, si nous trouvons une idée ou une énergie aussi forte qu'on avait au moment où on s'est lancé dans ce projet tous les deux, on s'y remettra, parce qu'effectivement on a apprécié l'expérience. Surtout maintenant, on sait faire. On a fait toutes les erreurs possibles et imaginables en concevant ce projet, mais au moins on a vu par quoi ça passait. Pourquoi pas? Donc 2 ans et demi avant d'attendre le prochain roman, parce qu'on a pu lire un petit extrait fulgurant sur le site. Oui, c'était pas un extrait, c'était un essai. Ouais. Ça ne sera pas dans le livre final. Ça sera pas dans le livre? Non, ça sera pas dans le livre final. Aurélien, 2 ans et demi à attendre Ah mais moi j'aime bien les gens qui ont des ambitions affirmées et affichées, et vu le projet, sans le dévoiler, 2 ans et demi c'est même assez, c'est du sport, c'est déjà assez court. Et voilà, moi j'aime bien, je suis pas obligatoirement un fan je vous entre guillemets chie mon petit livre tous les ans là, c'est le mois de mai, je vous enfile un. J'aime bien aussi l'idée de construire une œuvre, de créer du désir, créer de l'attente. Et par exemple, je prends des auteurs américains comme Palahniuk, qui a sorti, je sais pas moi, 10 livres en 10 ans. Je me demande, un par an, je me demande s'il n'a pas un peu amoindri sa force d'impact et son explosivité, j'allais dire, à en balancer tous les ans. Faut aussi, comme Elroy par exemple, quelque part, laisser le temps au lecteur de digérer les livres. Parce que ces livres-là sont quand même finalement assez denses. Ça se lit à la fois très très vite, très très rapidement, c'est parfaitement construit, mais tout ce que ça draine derrière, faut le digérer. Donc non, moi je suis très content, puis comme ça j'y prépare une belle place, et c'est bien. Plus je sais à l'avance, mieux c'est. C'est vrai que c'est, comme tu dis, livre dense. L'avantage qu'il y a, c'est que quand ça ressort en poche, après, comme on a toujours un petit peu l'univers, quand on l'a lu en grand format, on le relit en poche pour préparer une interview, une venue de l'auteur, et on revoit plein de choses derrière. Voilà. Tu peux nous dire rapidement de quoi ça va parler, ou c'est top secret, on n'en parle pas? Oh, c'est pas top secret, on n'en parle pas. C'est la suite de la trilogie qui est entamée avec Citoyen clandestin et Le serpent aux 1000 coupures, qui est une respiration au milieu de 2 livres qui vont faire les extrémités. Et je vais reprendre tous les personnages de Citoyen clandestin, plus d'autres. Et je vais faire un livre qui, j'espère, arrivera à faire voyager le lecteur de l'Afrique à la France, jusqu'en Afghanistan et en Asie centrale, où je vais clore les parcours de chacun des personnages. Donc ça parlera de guerre, ça parlera de trafic d'héroïne, ça parlera de la société occidentale par rapport à tout ça, ça parlera d'amour, ça parlera de tout un tas de choses. Ah chouette, il y aura de l'amour quand même. Et il y aura du sexe L'amour aussi. toujours. L'amour toujours. Eh bien je pense que c'est une belle conclusion. Merci d'être venu et d'avoir essuyé les plâtres pour cette première émission qui était présentée par Christophe Dupuis. Et à la régie, il y avait Manuel Couturier. Merci beaucoup. Merci. Merci.